Chers amis, bienvenue dans Quelle semaine, et comme on a pris entre nous l'habitude de le dire, également, bienvenue, chers ennemis. Et Dieu sait que des ennemis nous en avons. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus, j'allais dire une grossièreté, mais on les voit à l'œuvre, hein. La dernière affiche concernant Cyril Hanouna montre à quel point nos adversaires, parce que moi je ne parle pas d'ennemis, je parle d'adversaires, à quel point ils sont devenus insupportables, quoi. Antisémites, racistes, odieux. Cette semaine s'ouvre à l'Assemblée nationale, enfin, ce qui reste d'Assemblée nationale, hein, le fameux débat législatif sur, pour simplifier, le narcotrafic. Alors on se rend compte maintenant qu'il faudrait lutter contre le narcotrafic. Celui qui s'en rend compte, c'est Darmanin. Il n'y a pas que lui, bien sûr, il y en a bien d'autres, mais je rappelle quand même, je vous le dis à l'oreille, ne le répétez pas parce que ça pourrait le vexer, hein. Je vous rappelle quand même qu'il a été ministre de l'Intérieur. Non, mais à l'époque, quand il était ministre de l'Intérieur, et que Dupond-Moretti, je crois, hein, était ministre de la Justice, vous savez, celui qui maintenant fait du théâtre, hein, il ne devait pas savoir que le narcotrafic existait, puisque en tant que ministre de l'Intérieur, sauf erreur toujours possible de ma part, il n'a pas arrêté de grandes dispositions. Si, lui, Macron et d'autres se sont déplacés. Alors voilà, le débat va arriver ce lundi devant l'Assemblée nationale. Il faut rappeler quand même que, pour mémoire, on pourrait même dire, vu le nombre de morts que le trafic de drogue, que le narcotrafic à caractère terroriste, en plus souvent, provoque, on pourrait même dire in memoriam, hein. En mémoire, le trafic de cocaïne a explosé, tenez-vous bien, de 130%. Oui, j'ai dit, et je ne me suis pas trompé parce que je viens de le lire, 130% en un an, avec 53,3 tonnes confisquées en 2024. Dans le même temps, pas moins de 288 000 individus, usagers compris, ont été mis en cause dans des affaires de stupéfiants, un chiffre qui est donc, d'après les statistiques, en augmentation de 10%. Sans parler, bien évidemment, et vous l'avez tous à l'esprit, les règlements de compte, les balles perdues, les balles qui frappent des innocentes dans leur chambre, des balles qui frappent des gosses, des balles qui traversent les cours de récréation, des balles perdues qui assassinent des innocents. Donc le narcotrafic est devenu en France un drame colombien. Et on sait parfaitement que le narcotrafic est en lien directement également avec le financement du terrorisme. Comment a-t-on pu laisser s'implanter, notamment à Marseille, notamment à Lyon, notamment à Bordeaux, notamment à Paris, comment a-t-on pu laisser s'implanter, comme dans certaines villes de Colombie, des îlots intouchables de trafic de drogue? La question, un jour, méritera qu'on y réponde. Parce que ça ne suffit pas de dire qu'il faut lutter contre le narcotrafic. Il y a aussi la question que beaucoup de criminologues, notamment mexicains, se sont posés, hein, sur l'installation du trafic de drogue à l'intérieur des favelas. Pas hasard, hein. Je pense notamment à Denis Salzbo, qui est un criminologue qui a étudié la recrudescence du trafic dans les favelas. Alors la loi arrive. Qu'est-ce qu'elle va donner, cette loi? D'abord,
je me permets de vous poser une question. Est-ce qu'il faut une loi pour lutter contre le narcotrafic? Est-ce que la volonté de la police et de la justice, dirigée par des hommes de volonté de police et de volonté de justice, n'aurait pas suffi à éradiquer le trafic de drogue? Fut un temps, dans les années 80, enfin 75, notamment, quand Nixon s'était un peu énervé à propos de Marseille, ville dont il disait qu'elle était la capitale de la French Connection. Il fut un temps où on avait réagi à ce moment-là, et on avait su mettre à terre la French Connection avec ses parrains, notamment Zampa. On y était arrivé, mais on s'était donné les moyens. La brigade des stupéfiants était passée de 10 inspecteurs à une centaine à peu près, avec des moyens techniques et puis surtout la volonté d'y aller, quoi. Alors aujourd'hui, la loi arrive et on va discuter ensemble de cette loi parce que j'ai besoin de votre réflexion. D'abord va être créé, si les députés le veulent, et là il n'y aura pas de problème parce que je crois qu'il y a consensus là-dessus, un parquet national contre la criminalité organisée qui va avoir un monopole sur les infractions criminelles liées au réseau de trafic et liées aux règlements de compte les plus violents. Bon. Est-ce que c'est utile d'avoir un parquet national? Je pense que non, franchement. Bon, mais là, il y a débat. Je pense que chaque parquet, avec ses policiers, avec ses renseignements, avec ses magistrats, est à même de lutter à Marseille, à Bastia, à Lyon, à Bordeaux, contre le trafic de stupéfiants, comme on a su le faire à l'époque de la French Connection, et que cette centralisation, notamment à Paris, risque, bien au contraire, de déstabiliser, de désorganiser, à mon avis, la volonté policière, non pas la volonté dans le sens d'action, mais risque de désorganiser peut-être la communication des moyens. Je suis pas favorable, moi, à la centralisation de ces parquets. Je trouve que chaque parquet est capable, chaque service de police est capable dans sa ville, avec les renseignements qu'il peut avoir. Mais enfin, je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre un parquet national contre la criminalité organisée? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que dans chaque ville, chaque parquet, avec les moyens, bien sûr, avec les compétences, bien sûr, peut livrer le combat sur place? Lutter contre la criminalité organisée, est-ce que ça requiert un parquet organisé comme en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme? Je pose la question, voilà. Bon, alors, ça va pas être simple de faire voter cette loi, parce que déjà il y a un point de débat qui est quand même incroyable, quoi. Le législateur, enfin le gouvernement voudrait que l'on puisse créer l'injonction pour richesse inexpliquée. C'est simple. Quand on voit des gens qui ont une fortune, qui ont des proches, qui étalent des revenus qui ne correspondent absolument pas à l'activité, le gouvernement voudrait pouvoir faire une injonction pour richesse inexpliquée. En un mot, vous avez une Jaguar, vous avez une Porsche, vous avez un yacht, expliquez-moi d'où vient l'argent. Bon, on considère que ce serait porter atteinte, certains considèrent, que ce serait porter atteinte à la présomption d'innocence. Ah bon? Si on a des revenus inexpliqués et qu'on vous demande d'où ils viennent, ce serait porter atteinte à la présomption d'innocence. Pourquoi? Vous me direz, on pourrait organiser des contrôles fiscaux, mais ça prend du temps. Mais ça enclenche toute une procédure longue
Et puis, les contrôleurs fiscaux ne sont pas des policiers, hein. Ils peuvent aussi, parfois, craindre le contact, hein, avec une certaine clientèle, hein. Eh bien, cette injonction, elle a été supprimée par la commission de l'Assemblée nationale. Moi, je suis pour qu'on la rétablisse. Et vous, est-ce que vous trouvez anormal qu'on aille demander à quelqu'un qui est l'oncle d'un individu douteux et qui possède des richesses ici ou ailleurs, de donner des explications? Moi, je trouve que ça ne serait pas du tout excessif et qu'en aucun cas, ça ne porterait atteinte à la présomption d'innocence. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors c'est vrai que le contrôle fiscal pourrait être un moyen de savoir, mais là encore, attention, entre l'injonction d'explication qui est rapide et le contrôle fiscal qui est très long, qui est contradictoire, il y a une différence. Est-ce que demander à quelqu'un qui a des revenus inexpliqués, ça constitue une atteinte à la présomption d'innocence? Nous autres élus, dès qu'on a 4 sous qui arrivent sur notre compte, la banque nous demande d'où ils proviennent, hein, et on répond. Et on ne sent pas pour autant que la présomption d'innocence, qui est la nôtre, est frappée, hein. Autre disposition qui fait débat, celle du fameux dossier coffre, qui permet de faire des procès-verbaux distincts qui ne sont pas versés dans la procédure. Là encore, on considère que ça serait une méthode qui porterait atteinte aux droits de la défense. Entre nous, ça a toujours plus ou moins existé, hein, de planquer un procès-verbal, enfin pas de le planquer, mais disons, de le mettre en attente de versement au dossier officiel. Mais là, bon, on officialiserait cette pratique. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Quand on a une pièce qui pourrait être, si elle est connue, de nature à provoquer des réactions, est-ce qu'on attend pour la verser au dossier, en la mettant dans une espèce de dossier coffre, ou est-ce que les droits de la défense exigent qu'on la verse tout de suite? Bon, moi je vous dis que ça a toujours existé, et que s'il y a des pièces qui peuvent être périlleuses, on devrait pouvoir les sauvegarder jusqu'au moment où elles sont versées. Et puis, question aussi qui va venir en débat, celle des vidéos-audiences et celle de la prison de haute sécurité. Ça, je crois qu'il n'y aura pas de discussion. Le Conseil d'État a donné son accord pour les prisons de haute sécurité. Bon, les vidéos-audiences aussi, ça me paraît la moindre des choses que lorsqu'on a affaire à des individus dangereux, on n'expose pas les gardiens de prison, comme on a pu le voir dans la dramatique affaire de l'évasion, à se faire assassiner pour qu'un individu dangereux s'évade. Et puis, mon Dieu, c'est aussi toute une économie, hein. Il n'y a pas de raison de ne pas organiser les vidéoconférences. Une autre question qui va arriver en débat, est-ce qu'on prolonge la garde à vue qui est de 96 heures actuellement à 120 heures, notamment pour les mules? Oui, il n'y a pas de raison de faire de cadeaux, hein. Alors là aussi, ça va être en débat et il y a beaucoup de députés qui considèrent, notamment à gauche, que ça porte atteinte à la présomption d'innocence. Et surtout que c'est quelque peu abusif. Bon, on veut lutter ou pas, hein. Mais il y a une disposition aussi dont je veux vous parler qui fait débat. Alors, les enquêteurs demandent d'avoir le moyen de profiter de ce qu'on appelle les portes dérobées. Alors ça, c'est un usage qui permet de pénétrer les systèmes protégés dans les réseaux dans lesquels, c'est ce qu'on appelle les brokers, je ne sais pas si je prononce bien, hein, qui permettent de pénétrer les réseaux de blanchiment dans lesquels il y a des échanges de documents. Bon, alors là aussi, on considère que ça pourrait être attentatoire à la liberté, mais c'est un des moyens les plus efficaces de pouvoir accéder aux conversations secrètes des narcotrafiquants. Bon, et ça permet de percer beaucoup de secrets. Voilà. Bon, alors le débat va porter là-dessus. Est-ce qu'on peut pénétrer WhatsApp? Est-ce qu'on peut pénétrer Telegram? Est-ce qu'on peut entrer
dans ces systèmes cryptés? Moi, je dis oui, parce que quand on n'a pas, quand on n'a rien à cacher, qu'est-ce qu'on s'en fout, hein, qu'on aille voir ce qu'on dit? Bon, dans la mesure où ça tombe pas sous le coup de la loi, quelle inquiétude peut-il y avoir? Bon, alors tout le débat va porter là-dessus, et ça va être un débat intéressant, dont on aura bien sûr l'occasion de reparler, parce qu'il s'agit de lutter contre le narcotrafic. Je conclus là-dessus. Je pense que si on s'était donné les moyens de volonté d'aller dans les cités, parce que finalement, tout ce débat législatif, c'est un moyen de ne pas poser le doigt sur le vrai problème, à savoir qu'il y a des féodalités aujourd'hui, à l'intérieur desquelles on n'entre pas. Et ces féodalités, ce sont certaines cités qui ne mettent pas en cause tous les gens qui habitent dans les cités, on est d'accord, réglons le problème une fois pour toutes. C'est pas les gens qui vivent dans les cités, c'est une minorité d'individus qui vivent dans les cités et qui les ont transformés en féodalité de la drogue. On pourra changer la loi tant qu'on voudra. Si on est arrêté par la frontière des cités, on pénétrera pas dans les mécanismes secrets du narcotrafic. Mais ça, on n'a pas le courage de le dire. Et la loi qui est portée par Darmanin n'a pas le courage de le dire. Et la loi qui est portée aussi par Retailleau n'a pas le courage de le dire. Pourtant, il faudra un jour, si on veut lutter contre le narcotrafic et le terrorisme du narcotrafic, il faudra aller chercher dans les banlieues les 10, 15, 20, 30, 50 individus au milieu de tout un monde auquel on n'a rien à reprocher, qui s'y cachent et qui terrorisent tout le monde. Mais ça, la loi ne le dit pas, et un jour, il faudra qu'elle le dise. Allez, on va regarder de près ce texte de loi pour en discuter, bien sûr, la semaine prochaine. Merci d'être toujours aussi nombreux et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche.